Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Vélas, Madame Soto. Ravi d'être avec vous. Juste avant de vous présenter ce qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est une plateforme numérique qui va être un nouveau service public numérique national qui va être proposé à tous les Français à partir de janvier de l'année prochaine, donc c'est très très proche. Je voulais juste préciser quelques petits éléments de contexte et me présenter à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Donc effectivement, j'ai été appelé il y a 3 ans par le gouvernement et le ministère de la Santé pour conduire une politique publique, alors que je connaissais absolument rien à la politique et rien du tout à la technocratie. J'avais jamais été dans un ministère de ma vie, je savais même pas du tout comment ça marchait un gouvernement. Et donc c'est un choix hyper bizarre d'aller chercher un petit gars de province, voilà, qui connaît rien à tout ça, qui connaît juste un peu le terrain et le numérique depuis 20 ans, et de lui confier les clés du camion par rapport à un sujet de politique publique quand même qui a un impact. Et donc ça, c'est quand même une première marque qu'il y avait quelque chose qui voulait changer. Le deuxième point, c'est qu'ils ont choisi quelqu'un qui dirige une clinique privée, qui est un entrepreneur et qui est super, méga attaché au public. Parce que je vous le dis de façon assez simple, je pense que j'ai été sauvé par les services publics. Moi, j'aurais mal tourné s'il n'y avait pas eu les services publics dans ma vie. Et donc, je suis très attaché au fait que non seulement on sauvegarde les services publics, mais surtout qu'on invente ce que doivent être les services publics d'aujourd'hui et de demain, de façon pragmatique, lucide, avec volontarisme, parce que face à nous, il y a énormément de cynisme, et je suis bien placé pour vous dire que c'est ça qui dirige le monde dans le secteur du privé. Et donc, le fait que quelqu'un du privé qui connaisse ce terrain-là puisse essayer de porter une politique et essaye du mieux qu'il peut, en tout cas, de donner une impulsion pour inventer les services publics d'aujourd'hui, c'était pour ça, je pense, qu'ils sont venus me chercher. Troisième point, et pour vous dire aussi le fond de ma pensée par rapport au numérique de manière générale, c'est qu'en gros, ce qui me frappe le plus dans le monde qu'on vit aujourd'hui en France et en Europe, c'est que je ne vois toujours pas apparaître les grands projets humanistes d'aujourd'hui. Je ne les vois pas apparaître. En tout cas, les projets voilà, qui placeraient l'humain, les valeurs humaines avant les autres valeurs, mais qui utiliseraient les technologies d'aujourd'hui. En réalité, ce qui est étrange, c'est qu'en France et en Europe, on ne s'est pas saisi du numérique. On laisse faire des modèles à l'américaine, à la chinoise, mais on n'a pas tracé notre propre route par rapport au numérique. Et donc, on est à moitié fasciné, effrayé par les GAFAM, vous savez, ça s'appelle les BATIX en Chine, qui dirigent le monde d'aujourd'hui et probablement celui de demain. Et nous, on intellectualise, on est sceptique, on parle beaucoup, mais on ne fait pas, on ne construit pas notre propre voie, notre propre route. Et moi, je pense que c'est ça qui est essentiel de faire en France et en Europe, parce que si on ne se saisit pas de ces technologies, en fait, on sera mangé par des modèles qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est un point qui est vraiment clé dans une vision politique de ces sujets. Je ne dis pas que j'ai raison, mais par rapport à ça, je suis profondément convaincu que maintenant, il faut arrêter de tchatcher, il faut faire. Il faut tracer notre propre route. Et en fait, pour vous le représenter, moi, ma représentation du numérique, aujourd'hui dans le monde, c'est que c'est une révolution qui est au moins aussi déterminante que celle de l'imprimerie. Hein, voilà. Mais au XVIIIe siècle, en France, en Europe, quand on n'était pas des bourgeois à l'époque, on s'est saisi de l'imprimerie pour l'essor du siècle des Lumières, de l'humanisme et tout ça, et des droits de l'homme. Aujourd'hui, on est passif. Donc, il me semble qu'il doit y avoir un sursaut autour de ces sujets, de manière générale dans le numérique, en France, en Europe, dans une tradition de pensée humaniste. Dans le petit sujet du numérique en santé, je pense qu'il y a moyen, si on joue collectif, de tracer cette voie-là dans une vision d'un humanisme numérique. Et c'est avec cette vision-là, avec ce projet-là, en fait, que j'ai essayé très humblement, vous allez le voir, de m'impliquer dans une politique publique du numérique en santé. En fait, ça a commencé, on m'a appelé, voilà, c'était en septembre 2018. On m'avait demandé d'écrire un rapport sur ce que je pensais du numérique en santé en France. Et donc moi, je ne savais pas du tout les mots qu'il fallait utiliser pour être politiquement correct. Et donc, j'ai écrit dans mon rapport qu'en gros, le numérique en santé en France, c'est le bordel, quoi. Le fond, c'est ça. Hein. C'est que par manque de volontarisme politique, par manque d'humilité des pouvoirs publics et de l'État, par manque de lucidité et de pragmatisme, on a laissé fleurir les logiciels partout, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez les médecins généralistes, chez les biologistes, chez les radiologues, partout, sans cadre. Chacun fait comme il voulait. Et en gros, ce qu'on a construit, c'est une sorte de bidonville numérique. Il faut se rendre compte de ça. Il n'y avait pas de règles, quoi. Chacun a fait à sa sauce.
Et donc aujourd'hui, on se dit, ah ouais, mais les logiciels, ils ne savent pas communiquer les données de santé dans les parcours de soins. Ah ouais, mais aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont cassés par un hacker débutant qui a mis les données de l'hôpital ou de la PHP ou de la base de données SIDEP sur le dark web. Et on se dit, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est 20 ans de non-implication et de non-cadrage de l'État sur ces sujets-là. Et donc forcément, il y a des ruptures dans les parcours de soins partout. On fantasme l'intelligence artificielle, vous voyez, les trucs super, un télo, tout ça. On ne sait même pas envoyer un compte-rendu d'hospitalisation à un médecin généraliste ou d'un EHPAD à un hôpital. Simplement, le b.a.-ba, on a été incapable collectivement de le faire. Donc côté professionnel de santé, côté parcours de soins, je vous le dis très sincèrement, il faut être lucide, il faut être capable, si on veut être ambitieux et si on veut se mobiliser, de regarder la vérité en face. On a échoué. On a échoué en France sur ces sujets-là. Deuxième sujet, si vous prenez le citoyen français, donc vous, moi, ma tati pas geek qui est dans l'Ariège, on ne lui a toujours pas donné ses données de santé. En tant que citoyen français, nos données, elles sont éclatées aux 80, un bout chez notre médecin généraliste, dans notre hôpital, chez notre gynéco, notre ophtalmo, etc. On n'a pas restitué aux gens leurs données de santé. Mais ça craint, quoi, comme diraient mes enfants. Hein. Et donc, par rapport à ça, le principe, ça a été de dire, bon, moi, très sincèrement, je ne crois pas qu'en France, en tout cas au pays de la Révolution française et des Gilets jaunes, on ne va pas imposer un logiciel à tout le monde. Ça ne marchera jamais. Il n'y aura pas un homme ou une femme providentielle qui va résoudre tous nos problèmes. Notre seule solution, si on veut faire émerger de façon correcte et sensée ce sujet de la e-santé en France, dans un cas de valeur précis, il faut avancer ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pouvoir public qui doivent vraiment reprendre leur place, notamment l'État. C'est les professionnels de santé, c'est les établissements de santé, c'est aussi les industriels de ce secteur, les éditeurs. Ils ne doivent pas jouer perso. Et derrière, les associations de patients et in fine les citoyens français. Et comme d'hab, en France, le plus dur, c'est d'avancer de façon collective. On est un peuple qui adore être dans l'autocritique, l'autoflagellation, le scepticisme et tout ça, le pessimisme à la française, vous voyez, tout ça, et d'avancer de façon dispersée. Donc le plus dur, c'est d'avancer ensemble et humblement, étape par étape, sans vouloir le grand soir tout de suite, en étant humble, mais en jouant collectif. Et pour ça, il y avait deux choses qui me paraissaient essentielles. C'est un, fixer un cadre de valeurs. Ça paraît hyper basique de dire ça. Mais il n'y a pas de cadre de valeurs politiques en France et en Europe sur le numérique en santé. C'est pas clair, c'est flou tout ça. Moi, je suis romantique et j'assume mon romantisme. Moi, je pense qu'il faut développer une vision humaniste, quoi. Point barre. C'est notre tradition de pensée à nous. On n'est pas des libéraux libertaires à l'américaine, on n'est pas autocratique et liberticide à la chinoise. On a une tradition de pensée humaniste, point. Et donc le numérique en santé, en tout cas les trois valeurs sur lesquelles vraiment on essaie d'être redevable, c'est-à-dire on annonce ça et on veut se faire challenger par tout le monde en disant est-ce que vous êtes en train de construire, c'est vraiment quelque chose qui respecte ces valeurs. C'est trois valeurs clés. Un, l'éthique. L'éthique, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si vous le savez, il y a quatre piliers dans l'éthique et il y a globalement un consensus international. C'est la bienfaisance, c'est la non-malfaisance, le fameux primum non nocere, c'est l'autonomie et la justice. Autonomie, justice, bienfaisance, non-malfaisance. Quand on réfléchit vraiment à ça par rapport aux outils numériques qu'on développe, et si on est redevable de ça, si on bosse sur ces critères éthiques, on va construire en France et en Europe quelque chose qui sera notre voie avec une trajectoire qui donnera du sens aux outils technologiques qu'on va construire. Deuxième point, c'est de faire du numérique souverain. Moi, je crois qu'on ne maîtrisera pas notre système de santé basé sur la solidarité, on ne maîtrisera pas notre cadre de valeur si on utilise des plateformes des GAFAM, point. Et donc moi, mon cauchemar, c'est qu'à force de tergiverser et à force de ne pas bosser ensemble, on finisse chez Google. Et que notre système de santé, notre numérique en santé finisse sur des plateformes américaines ou chinoises. Et là, on ne maîtrisera plus rien du tout. Donc moi, je crois qu'il faut construire nos outils humblement. On sera moins fort que les Américains et les Chinois sur plein de sujets, mais sur d'autres sujets, on sera meilleur. Il faut construire notre souveraineté. C'était ringard quand je disais ça il y a 15 ans. Vous avez remarqué, c'est ainsi, c'est fashion de parler de souveraineté. Dernier point, c'est que le troisième cadre de valeur, c'est qu'il ne faut pas que le numérique, ça soit fait que pour les professionnels de santé et les établissements de santé et les professionnels de la profession.
il faut que ce soit fait aussi pour monsieur et madame tout le monde, donc ma tati, pas geek de l'Ariège, qui a le droit, elle aussi, à avoir des outils numériques pour être actrice de sa santé. Et donc, absolument, il ne faut pas qu'on soit trop paternaliste non plus avec les gens en disant ils sont trop idiots pour comprendre ce qu'est la santé, ce qu'est le numérique, les données de santé. Non, il faut aussi restituer aux citoyens français leurs données de santé et qu'ils soient acteurs eux-mêmes de leur santé au travers d'outils numériques qu'on met entre leurs mains. Derrière ça, en fait, il fallait redéfinir le rôle de l'État et fixer une feuille de route la plus humble et pragmatique possible. En fait, cette feuille de route de 30 actions que j'ai présentée au printemps 2019 et qui va s'étendre jusqu'au présidentiel, donc c'est un plan sur 3 ans, donc à délai court, 30 actions, et chacune des actions, c'est les cases de cette maison. Je ne vais pas rentrer, il y a plein d'acronymes barbares, pénibles et tout ça, plein de trucs techniques, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais juste pour vous représenter, cette maison, elle fixe le rôle de l'État par rapport au rôle des acteurs du privé. Pour moi, la bonne façon de concevoir des services publics modernes, notamment dans ces outils technologiques, c'est de s'inspirer de la gouvernance d'une ville. Dans une ville, c'est quoi le rôle des pouvoirs publics ? Dans une ville qui marche bien et qui n'est pas un bidonville, justement, les pouvoirs publics ils fixent le code d'urbanisme. C'est eux qui définissent les règles de comment on doit construire les maisons. Deuxième point, les pouvoirs publics donnent les permis de construire. Ils se dotent de moyens pour délivrer, pour labelliser les constructions des maisons, des architectes, etc. Troisième point, les pouvoirs publics dans une ville, ils construisent eux-mêmes ou ils supervisent la construction de tous les communs. Les routes, les ponts, l'électricité, le tout à l'égout. Ce n'est pas chacun qui fait sa route, son pont. D'accord ? Et ensuite, les acteurs du privé, nous-mêmes, personnes individuelles, promoteurs, eh ben, ils construisent les maisons de la ville, mais en respectant le code d'urbanisme. Ils attendent qu'on leur délivre un permis de construire et ils ont l'obligation de se connecter sur les plateformes publiques, le réseau d'électricité, le tout à l'égout, etc. Ben, le numérique en santé, c'est l'inverse depuis 20 ans. L'État fait des buildings numériques plein champ. Les industriels écrivent eux-mêmes chacun leur code d'urbanisme et chacun, en fait, s'auto-délivre des permis de construire logiciels. C'est un truc de fou, hein ? Donc là, on a dit stop. On siffle la fin de la récréation. L'État, maintenant, en vert en bas, écrit le code d'urbanisme. Alors, c'est quoi du point de vue numérique ? C'est les règles de sécurité. C'est les règles de ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la façon dont les logiciels doivent communiquer entre eux. Tu n'inventes plus. C'est l'État qui fixe les règles. Les règles d'éthique aussi. Et l'État se dote de moyens de labelliser tous les industriels, toutes les solutions logicielles. OK, ça a un coût, mais pour cadrer les choses, il faut qu'on cadre ce qui est développé par nos éditeurs en France. Et ensuite, vous voyez, dans tout ce qu'on appelle, tous les acronymes, là, les référentiels SOC, les services SOC, c'est les routes numériques, les tuyaux numériques, les infrastructures souveraines, étatiques, régaliennes de l'État, en disant, c'est comme des tuyaux, hein, d'accord, numériques, qui vont aller de logiciel en logiciel pour que les données de santé soient transportées d'un labo de bio à un hôpital, d'un radiologue à un médecin généraliste, d'une EHPAD à un hôpital, via des canaux sécurisés, régaliens, souverains, hébergés en France. Et ça, c'est toutes les briques techniques qu'on travaille dans l'ombre, et ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy, on ne va pas passer à la télé avec ça, hein, mais c'est notre responsabilité de construire ces infrastructures de base pour qu'ensuite, vous, professionnels de santé et citoyens français, ben, ils voient apparaître un peu, voilà, dans les mois à venir, leurs données de santé arriver par des canaux sécurisés. Et au-dessus, la maison, c'est quoi ? C'est 3 plateformes qu'a construit l'État, qu'on construit dans l'ombre depuis 3 ans et qui vont être exposées aux Français et aux professionnels de santé. L'espace numérique de santé qui s'appelle Mon Espace Santé pour tous les Français. Le miroir qui va pour les professionnels de santé, en gros, qui est une plateforme dans laquelle, une plateforme sécurisée dans laquelle les logiciels développés, par exemple iCop, par exemple plein d'autres logiciels en France, ils pourront se brancher dessus. On garantit, l'État garantit la sécurité et l'innovation est faite par les gens de terrain. C'est vraiment le modèle de la ville. L'État fait les infrastructures, les acteurs créent des outils numériques labellisés par l'État et ensuite branchés sur des plateformes d'État, comme des maisons dans une ville. Et en blanc, la plateforme du Health Data Hub, qui n'est pas pilotée par moi directement, mais qui est une plateforme de données anonymisées de santé à des fins de recherche et d'innovation. Et les nuages, c'est tous les dispositifs d'accompagnement, de financement, etc. Donc, juste pour entrer dans le concret de ce qu'on a fait depuis 3 ans et qui maintenant va être rendu obligatoire dans tous les logiciels de santé en France. C'est mettre en place dans tous les logiciels une identité unique de santé qui identifie le patient. Donc juste vous rendre compte qu'on est le seul pays dans le monde suffisamment intello pour avoir imaginé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un identifiant unique pour chaque Français en France.
Non, mais c'est incroyable qu'on ait fait ça, quoi. C'est-à-dire que chaque logiciel a son propre identifiant. Donc moi, Dominique Pont, je ne suis pas la même personne numérique chez mon pharmacien, mon médecin généraliste, mon hôpital, mon radiologue, mon biologiste. Comment vous voulez qu'on construise des parcours de soins? C'est un truc incroyable d'avoir fait ça. On aurait dû avoir ça déjà depuis 15 ou 20 ans. Donc là, c'est terminé. On a créé un service public national, l'identité nationale de santé, avec nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance et un numéro. Le numéro de sécu, en gros, pour les adultes, un numéro d'attente pour les enfants. On ne cherche plus à comprendre maintenant. Tu dois le mettre dans ton logiciel. C'est le B à bas pour que les logiciels puissent communiquer entre eux. Deuxième point, on ne va pas continuer encore des années à se connecter sur les logiciels en tant que professionnel en écrivant comme mot de passe tata toto, quoi. Non, mais... et après, on imagine que... vous imaginez, quoi. Un hacker stagiaire peut casser aujourd'hui n'importe quel hôpital en France, quoi. Vous imaginez ça? Donc là, on a dit ça suffit, quoi. C'est plus possible. Donc là, on va standardiser avec des outils techniques fournis par l'État. C'est gratuit. Les éditeurs, ils n'ont plus qu'à l'implémenter pour avoir un standard de connexion dans les logiciels de santé sécurisés. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, qui permet des moyens modernes, un peu d'authentification sécurisée en mobilité, etc. Parce qu'on ne va pas rester non plus 15 ans avec la carte en plastoc du CPS, quoi. Pareil pour les Français, on ne va pas rester 20 ans juste avec la carte vitale, parce qu'aujourd'hui, quand vous connectez sur une application de e-santé comme Doctolib, il n'y a rien de sécurisé. Vous pouvez créer un compte au nom de Hitler, aujourd'hui dans Doctolib. Ben, c'est plus possible, ça. C'est plus possible parce qu'en fait, ça crée une grosse insécurité sur les données de santé en France. Ben là, avec l'assurance maladie, il y a tout un travail pour avoir, en parallèle de la carte vitale physique, une carte dématérialisée qui permettra d'être utilisée sur son téléphone, sur son ordinateur, pour se connecter de façon sécurisée dans les logiciels à destination des patients, des citoyens, des assurés sociaux. Pareil, on doit absolument en France développer une messagerie sécurisée citoyenne de santé qu'on est en train de déployer à marche forcée chez les professionnels de santé, dans les hôpitaux, etc. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais les deux outils les plus utilisés en numérique pendant la crise Covid, on a les statistiques, c'est Gmail et WhatsApp. Bon, clairement, c'est plus possible ce genre de truc. Donc, évidemment, on n'avait pas l'infrastructure d'une messagerie sécurisée nationale hébergée en France. Donc là, on est en train de la déployer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On est vraiment en train de booster tout ça chez les professionnels de santé. Et vous allez le voir, on va ouvrir une adresse de messagerie sécurisée de santé à tous les citoyens français à partir de janvier 2022, ce qui fait qu'on aura un canal sécurisé, souverain et hébergé en France pour que les professionnels de santé utilisent un canal sécurisé pour discuter entre eux et discuter avec le patient, dialoguer avec le patient. Et dès lors que l'infrastructure de messagerie sécurisée de santé sera déployée, j'aime autant vous dire qu'on va mettre vraiment la pression pour interdire tous les autres outils. Et puis, par rapport à une ambition comme ça, il y a 30 actions, je vous en ai présenté que 3, là, d'accord? Mais juste pour vous rendre compte que coup de bol, pandémie mondiale, je plaisante évidemment, c'est une horreur en tant que directeur d'établissement et citoyen, mais ça a été vraiment une aubaine en tant que responsable ministériel du numérique, puisque c'est devenu enfin un sujet politique, un sujet citoyen. On en parlait dans les médias, du numérique, de la santé et tout ça. Et donc, d'un budget de 200 millions au départ, d'un seul coup, on a eu 2 milliards, trop bien. Donc, ce qu'on aurait pu mettre 10 ans à faire, on va le faire en 2 ans. Et donc, en gros, un programme de 2 milliards pour faire les 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire modifier tous les logiciels de santé en France, des professionnels de santé, des biologistes, des radiologues, des EHPAD, des paramédicaux, tous, pour, sur la base d'un cahier des charges fixé par l'État, travailler avec des professionnels de santé, plus de 200 depuis 2 ans, imposer aux éditeurs de se connecter sur ces routes numériques, sur ces canaux numériques qu'on a développés depuis 2 ans dans l'ombre et qui aujourd'hui sont des réalités, tous ces tuyaux numériques. Et donc un plan de 2 milliards avec une labellisation de l'État et un financement de l'État. C'est comme si on finançait le raccordement des maisons du bidonville. Vous voyez, on fait passer les routes, l'électricité, puis on raccorde toutes les maisons et on les met aux normes avec un financement d'État et un financement aussi pour accompagner professionnels de santé libéraux via les négociations conventionnelles et hospitaliers via des financements dédiés, pour que dès lors que le logiciel a été mis à jour, financé, labellisé par l'État, les établissements et les professionnels de santé soient accompagnés financièrement pour jouer le jeu du partage des données de santé. Très humblement, parce qu'on ne va pas avoir le grand soir tout de suite, on s'est fixé quelques objectifs à horizon 18 mois.
c'est de partager par ces canaux sécurisés souverains régaliens quelques données clés du parcours de santé. Ce n'est pas le Pérou encore, hein, donc j'ai presque honte de vous parler de ça, mais la vraie vie, c'est qu'on peut juste atteindre ce niveau-là. C'est de dire, on va partager en format simple, en gros du PDF, avec l'identité nationale de santé dessus, pour être sûr qu'on parle bien du bon patient, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de radiologie, les résultats de biologie, du côté de la médecine de ville, les lettres, les ordonnances, les certificats et au démarrage, au moins sur les patients en ALD, ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale, c'est-à-dire le résumé médical du patient. On n'est pas encore à l'imagerie, on n'est pas encore à avoir récupéré tous les anapathes et la totalité, mais on se fixe une première étape, et cette première étape, au lieu de faire que fantasmer, on se dit celle-là, on passe d'abord collectivement cette première étape, et en gros, l'ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près en France uniquement 10 millions par an de documents de santé qui sont échangés par des canaux sécurisés, et à peu près 500 millions qui sont transmis par des canaux non sécurisés. C'est à peu près ça en France. Donc on doit franchir un cap, multiplier par 50 l'utilisation de ces outils pour enfin passer par des canaux sécurisés. Et donc tous les logiciels de santé, tous passent à la moulinette en ce moment, d'intégrer, vous voyez en bas à droite, les services socles de l'État avec un tampon de l'État. Et ensuite, on financera au résultat de jouer le jeu du parcours de santé. En parallèle de ça, donc qu'on appelle le programme Ségur numérique, qui est la partie basse, pas sympa, c'est comme quand vous faites votre maison, il vous tarde d'être dans le canapé, vous parlez de la déco du salon, moi je fais que la chape pour l'instant, d'accord. En parallèle de ça, on va ouvrir pour tous les Français une plateforme citoyenne qui s'appelle Mon Espace Santé, dont on a confié le développement à l'assurance maladie, donc hébergée en France, souveraine, etc., qui va être ouverte à tous les citoyens français avec 4 fonctionnalités. Un coffre-fort numérique de données de santé dans lequel nous, dès lors professionnels de santé, que nos logiciels ils auront été rendus compatibles via ces tuyaux numériques, on pourra envoyer directement les données aux patients dans leur espace numérique et accéder à l'espace du patient avec son accord, avec un système de consentement. L'ancienne DMP, vous voyez, donc qu'on a complètement désossé, en gros, on a repris quelques briques techniques, on l'a intégré là-dedans. Deuxième point, une messagerie sécurisée de santé pour tous les Français. En gros, on aura tous notre adresse de messagerie avec lesquelles on pourra dialoguer avec son professionnel. Et cette messagerie, ça sera notre identité nationale de santé, @mssanté.fr, patient.mssanté.fr. Voilà. Une fois qu'on a ça, un professionnel peut enfin nous envoyer des données par autre chose que Gmail. Troisième brique, on aura un agenda santé. Ça ne veut pas dire un outil de prise de rendez-vous, mais un endroit où on pourra stocker nos événements santé, des rappels de prévention, un prochain rendez-vous, une prochaine hospitalisation, etc., etc. Et surtout, ce qu'on appelle un store, un catalogue d'applications, c'est-à-dire exactement dans la logique que je vous disais de la ville, des petites maisons numériques développées. Alors ça peut être par tout notre écosystème, nos startups, nos professionnels de santé, nos hôpitaux. C'est quoi ces outils de e-santé pour les citoyens? C'est typiquement iCop, c'est des outils de prévention, c'est des outils de détection précoce de maladies, c'est des outils de télésurveillance, c'est des outils de téléconsultation, c'est des portails patients d'hôpitaux pour faire ces préadmissions à distance, c'est des dispositifs médicaux connectés, des glucomètres connectés, etc., etc. Tous ces outils qui fleurissent dans le bazar et sans règles, on leur proposera de rentrer dans ce catalogue d'applications tamponnés par l'État, et dès lors qu'ils seront dans ce catalogue, le citoyen français, le patient, il pourra les synchroniser avec son espace numérique pour récupérer ces données. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, parce que je sais bien que c'est des sujets un peu abstraits. Donc en gros, comme on ne fait pas que tchatcher, en gros, on a démarré dans 3 départements pilotes. Donc comme vous le savez, Haute-Garonne, le plus beau département du monde. Loire-Atlantique et Somme, où là on n'a pas fait trop les malins, on n'a pas fait tambour et trompette parce qu'il a fallu débugger tout un tas de problèmes techniques parce que ça a été développé dans des temps records évidemment. Donc là on a beaucoup débugué, mais voilà. Et la phase pilote se passe bien pour l'instant. Et à partir de janvier 2022, donc là ça sera les pubs à la télé et tout le truc. Là on va ouvrir ça à tous les citoyens français avec une logique qui créera forcément un petit peu de polémique. Donc je préfère l'annoncer à l'avance. C'est que de façon complètement différente du DMP où il fallait faire l'effort de l'ouvrir et qu'au bout de 15 ans, on n'a que 10 millions de DMP ouverts. Là, on va dire aux gens, vous allez recevoir un courrier de l'assurance maladie.
on va vous proposer d'activer votre espace numérique. Vous avez 6 semaines pour vous y opposer. Vous ne bougez pas, on le crée. Et donc, ça veut dire que s'il est créé, eh bien, les professionnels de santé vont pouvoir commencer à l'alimenter en données. Alors qu'aujourd'hui, moi, je le vois avec ma clinique, je ne sais jamais si le DMP du patient il est ouvert ou pas ouvert. Donc, ça, ce n'est pas incitatif à pousser les données de santé. À tout moment, bien sûr, le citoyen peut désactiver, réactiver, etc. Il a beaucoup la main. En tout cas, on pense atteindre à horizon à peu près en avril 60-65 millions voilà, en gros d'espace numérique de santé ouvert en France, qui est un énorme gap et un énorme changement. En gros, le principe général, c'est qu'il faut à peu près compter 3 mois pour contacter tous les Français. C'est une logistique énorme d'envoyer des courriers, des mails à tout le monde, plus les 6 semaines de réflexion. Et à partir de là, je vous dis, au printemps, on aura ouvert ça. On pense à la quasi-totalité de la population française, sauf les anti, quoi, hein, d'accord, évidemment. Bon. Donc en gros, même si ce n'est pas le look, voilà, c'est ça qui nous a permis le cahier des charges qu'on a donné, si vous voulez, pour le développement de cette plateforme. Donc vous voyez, c'est une application classique. Au début, on va se connecter comme dans une application bancaire, vous savez, avec un code temporaire. Et ensuite, dès qu'on aura la e-Vital, hein, l'application carte vitale dématérialisée, quand elle est installée sur le téléphone, ben en fait, on pourra se connecter sans avoir à taper des choses compliquées. D'accord ? Donc, c'est le principe. Et ensuite, vous voyez, vous aurez un écran avec voilà, un nouveau professionnel vient de vous envoyer un message, votre hôpital vient de vous envoyer votre compte-rendu, votre labo, etc. Plus les applications voilà, référencées. Donc évidemment, des grosses, vous imaginez, je ne vais pas citer des noms, des applications grand public de e-santé, mais on pense qu'on aura ICOP Rapidos, hein, non Maria ? Ouais. Et derrière ça, ben ensuite, bon, les trucs classiques, hein, les gens qui pourront aussi être incités à eux-mêmes être acteurs de leur santé en renseignant aussi leurs données, en disant vous n'êtes pas forcément idiots, vous, monsieur, madame, tout le monde. Vous pouvez renseigner quelques données sur vos antécédents familiaux, sur vos allergies, etc. de façon très très simple. Bien sûr, ce n'est pas un dossier médical comme on l'entend quand on est professionnel de santé. Et au fur et à mesure où les logiciels des médecins traitants seront compatibles et modifiés, eh ben, ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale, le résumé médical du patient structuré, sera injecté aussi là-dedans, mais avec toujours la volonté de laisser la possibilité aux patients, aux citoyens, de se saisir de cet outil et de eux-mêmes alimenter en information. Et puis ensuite, ben voilà, on donnera le droit. Le patient n'avait pas le droit de mettre vraiment des documents dans son DMP parce qu'il n'avait même pas le droit de classer ses documents, parce qu'on présupposait depuis 15 ans que les gens ne savaient pas différencier un résultat de labo avec un compte-rendu d'imagerie. Hein. C'est à peu près ça qu'on a, notre vision ultra-paternaliste. Donc là, les gens, ils auront le droit de classer leurs documents. Dans leur armoire, eh ben, ils pourront le prendre en photo ou s'ils l'ont récupéré par un canal, le mettre dedans. Et petit à petit, au fur et à mesure où les logiciels vont être compatibles, les données vont leur être envoyées directement dans leur espace. Et nous-mêmes, professionnels, avec l'autorisation et le consentement du patient, on pourra accéder à ces données. Une messagerie sécurisée de santé, classique. La petite nuance, c'est qu'on ne donne pas à l'ouverture la possibilité aux citoyens français de eux-mêmes initier une conversation mail pour ne pas spammer les médecins, quoi. Pour faire court, c'est ça, quoi. Donc c'est toujours à l'initiative du professionnel de santé, le patient pourra répondre, envoyer un document, d'accord, ça par un canal. Puis ensuite, il y a tout un tas d'outils, je ne rentre pas voilà, dans les détails. Dernier point, une application, par exemple, qui est dans le catalogue d'applications, hein, ICOP demain, une application de prise de rendez-vous, tout ça, dès lors qu'elle est référencée, elle est labellisée, et bien en fait, le citoyen directement, il pourra dire je récupère telle donnée et telle donnée de cette application dans mon espace numérique. Vous voyez comment ça marche sur les téléphones, ce type de connexion. Voilà en gros en fait vers quoi on va aller. Juste pour conclure, vous dire que je sais bien que quand quelqu'un qui représente les pouvoirs publics ou un ministère, tout ça, dit un truc, personne ne croit qu'il va le faire. Juste vous dire, je suis totalement névrosé et obsessionnel, je suis déterminé, comme diraient mes enfants, je suis déter, donc #mégadéter, on va vraiment le faire. Et on va vraiment faire en sorte que d'ici 18-24 mois, vous verrez, on en parlera dans 18-24 mois, les gens diront en France, en Europe et dans le monde, tiens, il s'est passé un truc en France, ils sont vraiment en train de devenir leaders en matière de e-santé. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, bravo et merci Dominique Pont pour avoir si bien conduit le
comme vous dites, depuis 3 ans et d'être déter. Vous l'avez compris, ce projet Mon Espace Santé 2022, c'est une révolution du système de santé qui va permettre aux patients de devenir acteurs de leur santé et aussi de coordonner les professionnels autour du patient, passer d'une médecine donc curative à une médecine préventive qui est donc on peut dire la pierre angulaire pour une meilleure prévention, notamment de la perte d'autonomie. C'est dans le logo Mon Espace Santé, c'est agir ensemble. Et donc ça suppose que chaque acteur soit volontaire et joue le jeu. Donc peut-être la première question, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'ensemble de ces parties prenantes jouent le jeu. Et alors les industriels effectivement vont avoir un cahier des charges commun, donc c'est plutôt une affaire réglée, mais en ce qui concerne les patients et les professionnels de santé, comment est-ce qu'on accompagne au changement de ces us et coutumes en matière de santé. Voilà. Ouais, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a face à nous un vrai choix de société. C'est-à-dire, soit on continue comme d'habitude à agir en ordre dispersé, à jamais croire à un destin commun, à voilà, à s'auto-critiquer, s'auto-flageller, et puis voilà, pas se mobiliser de façon humble, en fantasmant toujours les trucs, et on va se planter. Ouais, c'est clair. Et on finira chez les GAFAM. Soit on se dit qu'on arrive, nous, professionnels de santé, industriels, pouvoir public et associations de patients, à se mobiliser pour dire vis-à-vis et face aux citoyens français, humblement, ça ne va pas être parfait, il y aura des critiques, mais nous, les gens du métier de la santé et du numérique, on vous propose un outil, on vous propose une logique qui petit à petit, de mois en mois et d'année en année, va faire en sorte que on va peut-être pas perdre les emplois de nos enfants dans le numérique dans 10 ans comme on a perdu l'industrie, que peut-être en fait ces données, on va pouvoir maîtriser le cadre éthique et donc on aura une grosse partie de prosélytisme à faire vis-à-vis de la population française. Et ce que j'espère, c'est que ça ne sera pas tout à fait comme pendant la crise Covid où nous, professionnels de santé, on s'entre-déchire, quoi. J'espère qu'on arrivera à présenter un front uni. Et ensuite, bien sûr, il faudra de l'accompagnement des professionnels. Et pour être très très clair aussi, on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'énergie à faire les choses pour accompagner les professionnels et les établissements. Donc on est dans la phase carotte, incitatif. Hein. Mais je vous le dis à l'avance, après, il y aura la phase tu joues pas le jeu, c'est bâton, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on ne peut pas continuer à avoir des gens qui ne jouent pas le jeu du parcours de soins, voilà, qui ne jouent pas à ces règles-là parce qu'ils jouent contre le collectif. Donc là, il y a une phase d'incitation, on met de l'argent et tout ça, on accompagne. Demain, les financements, concrètement, des hôpitaux, des professionnels de santé, aussi dépendront du fait qu'ils jouent le jeu du parcours de santé et qu'ils jouent le jeu collectif. Donc voilà, il y aura ce temps-là aussi. Merci. Merci. Alors là, aujourd'hui, je suis gentil modérateur. Par ailleurs, j'anime un consortium d'entreprises, start-up, PME, TPE, etc., qui notamment peuvent proposer des services qui pourraient aller dans ce fameux store. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire comment ça va se passer pour ces entreprises qui souhaiteraient proposer leurs services dans ce store? Quel est le process? Alors en gros, à l'hiver dernier, en décembre 2020, on a sélectionné une trentaine d'applications de tout type, prévention, portail patient, dispositifs médicaux connectés, pour roder un cahier des charges qui va servir de processus de référencement pour pas qu'en fait ça se fasse en chambre dans le 7e arrondissement à Paris, mais avec des gens de terrain, quoi, en gros. Et donc en gros, ce cahier des charges qui a été travaillé avec des gens de terrain, donc il y a une première version qui a été mise en concertation publique et qui définit des critères de sécurité numérique, d'interopérabilité numérique et d'éthique du numérique, où on met un gros focus sur l'éthique avec voilà, tout un tas de critères autour de ça. Ça va être publié avec une ouverture du guichet de référencement au tout début de l'année, avec les premiers tests de connexion avec les premières applications connectées, je pense au printemps, pour une sortie à 60 millions de Français avant l'été, des premières applications référencées. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a peut-être des questions? Oui. Hop. Alors, je vais me déplacer. Oui, bonjour. Juste une question. Pour ceux qui font de la télémédecine, la téléexpertise, ils passeront par l'application ou bien ce sera autre chose?
Non, en fait, sur un outil de télémédecine, de téléexpertise ou de téléconsultation, hein, en fait, ce qu'on demande à ces outils-là, c'est qu'ils respectent les fondations de la maison. C'est-à-dire un outil de télémédecine doit respecter le cas d'interopérabilité, intégrer l'identité nationale de santé, la brique d'authentification sécurisée régalienne qui s'appelle ProSanté Connect. En fait, ces outils-là, c'est ça qu'on demande. On ne demande jamais, en fait, c'est vraiment l'image de la ville. On ne construit pas toutes les maisons. Donc vous en avez une, mais on dit ces maisons, elles respectent exactement le code d'urbanisme, elles se connectent sur les routes de la ville. En fait, c'est pas une vision où l'État fait tout, parce que ça serait délirant, mais par contre, c'est l'État qui fixe ce qui est essentiel pour réguler, en fait. Voilà. D'autres courageux? Une question? Non. Oui, monsieur. Je suis médecin. Aujourd'hui, on utilise Trajectoire. C'est un outil qui fait perdre un temps extraordinaire. Je me demande, avec ce que vous allez sortir, on mettra combien de temps pour prendre conscience de l'état d'un dossier d'un patient qu'on ne connaît pas? C'est super dur de vous répondre, et puis j'ai pas du tout envie de promettre le grand soir. Ce que je pense, c'est c'est si que on met une demi-heure pour se rendre compte, ça marchera pas. Exactement, exactement. Donc ce que je pense, c'est que typiquement, dans Via Trajectoire, que je connais bien aussi, qui est quand même une belle plateforme, hein, c'est un truc qui a été déployé sur le terrain. Ce qui n'est pas évident non plus dans Via Trajectoire, c'est de récupérer les données du dossier patient de l'établissement pour automatiquement les mettre dans Via Trajectoire. Donc vous le savez. Et donc en fait, globalement, c'est des infirmières ou des surveillantes qui se tapent le sale boulot de reprendre des données, de remettre dans Via Trajectoire, ce qui va être essentiel. En fait, cette interopérabilité, c'est-à-dire le fait que Via Trajectoire puisse récupérer des données automatiquement d'un dossier patient informatisé, dans un premier temps, on va faire parce qu'on n'a pas le niveau pour faire ça, aujourd'hui techniquement en France, le seul truc qu'on va être capable de faire, c'est mettre des choses simples. Un résumé en gros du profil médical du patient en PDF, mais voilà, un compte-rendu d'hospice ou une lettre de liaison pour un établissement d'aval. On va rester sur des trucs très simples parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau de ça. Et moi, ma grosse crainte chaque fois, c'est de se fixer un objectif en se disant ouais, ça serait bien de récupérer automatiquement avec tous les logiciels, et ensuite de ne pas y arriver et de décourager tout le monde. Donc moi, je préfère une méthode qui dit on fait des trucs simples, on les fait bien, on les fait jusqu'au bout, et après on fixe un niveau d'exigence supplémentaire. Donc l'interopérabilité, pour répondre très précisément à votre question, avec tous les logiciels des hôpitaux et Via Trajectoire, c'est pas pour demain. Bonjour, nous sommes éditeurs logiciels. Alors on pense que toute cette roadmap va permettre vraiment, avec l'interopérabilité, voilà, de faciliter beaucoup les usages en e-santé. Après, peut-être un point de vigilance qu'on constate, c'est qu'il y a encore des stratégies très différentes d'une région à une autre, d'une ARS à une autre. Et donc les outils ne sont pas les mêmes. Et pour nous, on a face à nous peut-être 10 outils de coordination différents, alors qu'en fait, on aimerait des choses peut-être nationales. Donc c'est un frein pour des acteurs qui veulent adresser national, d'avoir autant de stratégies différentes. Et puis, je ne parle pas des stratégies départementales derrière aussi, quand on est dans le vieillissement. Ouais, alors sur ces histoires d'outils de coordination numérique régionaux, juste vous expliquer un peu, ça m'a valu d'ailleurs pas mal de passes d'armes et de moments de tension, ce sujet-là, et encore aujourd'hui. En fait, il y a eu avant, là, il y a 7-8 ans, il y avait eu un grand programme qui s'appelait Territoire de santé numérique, TSN, où en fait la doctrine, c'était quasiment la doctrine à l'époque opposée à celle que je vous ai présentée. C'est-à-dire en gros, on dit, bon, l'État fixe rien, on file de l'argent à chaque région française, en gros, et vous reconstruisez tout à votre sauce. C'est ça en fait, on vient de ce monde-là. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté, l'identité nationale de santé, le répertoire des professionnels de santé, les outils de messagerie, le dossier médical, etc., c'était de dire chacun se débrouille dans sa région et on donne de l'argent. Donc ça veut dire qu'un même patient, il n'a pas le même identifiant à Toulouse, au Pays Basque, dans le Val-de-Marne et tout ça. Donc tu déménages, tu changes tout, quoi. C'est un truc incroyable. Et donc en gros, on vient de ça, donc il y avait eu de l'investissement avec des plateformes régionales qui venaient de là. Et en fait, là, on leur a donné une trajectoire, parce que du jour au lendemain, on ne pouvait évidemment pas éteindre un truc qui avait été développé, financé, etc. On leur a donné une trajectoire pour qu'ils reviennent en fait, sur les standards et les fondations de la maison partout. Premier élément de doctrine. Deuxième élément de doctrine, le nouveau programme en fait, sur ces outils de coordination qui a remplacé TSN, qui s'appelle e-Parcours, que vous connaissez, a cadré 4 consortiums qui, eux-mêmes, ont l'obligation de respecter les standards d'interopérabilité de l'État. Troisième élément de doctrine, et là, régulièrement, on fait des rappels à l'ordre, pour être très, très clair,
c'est que la doctrine nationale n'est pas d'imposer un seul outil de coordination par territoire. C'est très important de dire ça. Les outils de coordination en informatique, on dit les outils de workflow, c'est-à-dire des choses un peu complexes en termes d'interaction, ils ne peuvent pas être imaginés depuis Paris parce que c'est très collé au terrain, c'est complexe, etc. Et en gros, la doctrine nationale, c'est de dire, en fait, une CPTS ou une DAC, une PTA, un dossier communicant de cancérologie, ce n'est pas tout à fait les mêmes workflows, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques de coordination. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes outils numériques. Donc, en fait, ce qu'on dit à tous, c'est vous pouvez avoir des outils de coordination, de workflow. La seule règle qu'on donne, c'est vous respectez les mêmes standards, tous, l'INS, ProSanté Connect, la messagerie, la connexion DMP, etc. Les éléments de doctrine, c'est ça. Et souvent, ce n'est pas traduit exactement de cette façon-là sur le terrain par les régions. Et régulièrement, on fait des rappels à l'ordre. Merci beaucoup, Dominique Pon. Je me fais gronder par l'organisation, je nous fais perdre du temps. Un grand merci. Merci de l'applaudir.